Elle est entrée dans la cuisine avec cet éclat particulier. Vous voyez de quoi je parle, ce sourire censé arrêter le cœur d'un mari. Chérie, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. J'ai une nouvelle incroyable. J'ai levé les yeux de mon café. Il était 7 heures du matin, un mardi. Cela faisait 6 mois que je dormais dans la chambre d'amis. Je suis enceinte, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. On va avoir un bébé. La pièce s'est figée. Elle attendait que je bondisse de ma chaise, que je la serre dans mes bras, que je pleure de joie. Au lieu de cela, j'ai bu une lente gorgée de mon café, j'ai posé la tasse avec précaution et j'ai prononcé 5 mots qui lui ont fait perdre toutes ses couleurs. Félicitations. C'est qui le père? Son sourire s'est brisé comme du verre. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon agenda et tourné l'écran vers elle. 15 mars. C'est la dernière fois qu'on a partagé un lit. Nous sommes le 22 septembre. Ça fait 6 mois et 7 jours. J'ai zoomé sur le calendrier. Chaque nuit des 6 derniers mois était marquée d'une simple note, chambre d'amis. Alors je vais te redemander, dis-je d'une voix ferme comme la pierre. C'est qui le père? Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Et c'est là que j'ai sorti le deuxième téléphone, celui qu'elle ne savait pas que j'avais, celui qui enregistrait tout. Si vous voulez savoir ce que cet enregistrement a capturé et pourquoi son avocat a essayé de le faire rejeter par le tribunal, abonnez-vous, car ce que je vais vous raconter a poussé le juge à suspendre toute la procédure. Je m'appelle Thomas. J'ai 39 ans et j'habite à Bordeaux. Je suis ingénieur en informatique. Je travaille de chez moi la plupart du temps, ce qui signifie que je suis à la maison plus souvent que la plupart des maris. C'est important. Souvenez-vous-en. Ma femme, Élodie, a 36 ans. Elle est agent immobilier. Une très bonne d'ailleurs. Elle a le gros SUV allemand, les sacs à main de créateur, la totale. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Pas d'enfants, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons vu des spécialistes de la fertilité, fait les tests, dépensé des milliers d'euros en traitement. Le diagnostic était clair, j'avais une faible numération des spermatozoïdes. Pas impossible, mais peu probable sans intervention médicale. Nous avions essayé la FIV 2 fois. 2 échecs. Après le deuxième échec, Élodie s'est renfermée. Je ne peux plus faire ça. C'est trop dur, trop émotionnel. J'ai compris, ou du moins je le pensais. On peut faire une pause, lui ai-je dit. Se concentrer sur nous pendant un moment. Elle a hoché la tête. Mais quelque chose a changé après ça. Elle a commencé à travailler plus tard, à aller à plus d'événements de réseautage, à passer ses week-ends à faire des visites. Et puis un soir de mars, elle l'a dit. Je pense qu'on devrait faire chambre à part pendant un moment. Je l'ai fixé. Quoi? Juste temporairement, a-t-elle dit rapidement. Je suis stressé. Je dors mal. J'ai juste besoin d'espace. D'espace? Élodie, on est mariés. Je sais et je t'aime, mais j'ai besoin de ça. S'il te plaît. Je ne me suis pas battu. J'aurais peut-être dû, mais j'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'amis et j'y suis resté 6 mois. Au début, je me disais que c'était temporaire, qu'elle avait besoin de temps pour digérer les soucis de fertilité. Mais les semaines se sont transformées en mois. On se touchait à peine, on parlait à peine au-delà de la logistique. Tu peux penser aux courses. Je rentre tard ce soir. Tu as payé la facture d'électricité? Nous étions colocataires, plus époux. Et puis j'ai commencé à remarquer d'autres choses. De la nouvelle lingerie dans le panier à linge, un parfum que je ne reconnaissais pas, des SMS tard le soir qu'elle cachait quand j'entrais dans la pièce. Une nuit, je l'ai entendue au téléphone dans la chambre. La porte était entr'ouverte. Sa voix était basse, intime. Tu me manques aussi, chuchotait-elle. J'ai hâte de te voir. Mon estomac s'est noué. Je suis resté debout dans le couloir à écouter ma femme dire à un autre homme qu'elle l'aimait. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait ce que tout ingénieur ferait. J'ai collecté des données. J'ai commencé à tout documenter. Date, heure, comportement. J'ai vérifié nos factures de téléphone, trouvé un numéro qui revenait constamment,
tard le soir, tôt le matin. J'ai fait une recherche inversée sur le numéro. Il s'appelait Julien, 32 ans, coach sportif à la salle de sport où Élodie s'était inscrite 3 mois plus tôt. Bien sûr, je l'ai cherché sur les réseaux sociaux. Mâchoire carrée, des abdos visibles à travers son t-shirt, le genre de type qui poste des selfies torse nu avec des citations philosophiques. J'avais la nausée, mais j'ai continué à creuser. J'ai installé un traceur GPS sur sa voiture. Je savais que c'était limite légalement, mais la voiture était à nos deux noms. J'ai suivi ses mouvements, je les ai croisés avec son agenda. Une visite de maison au Bouscat égalait 2 heures à la résidence de Julien. Un dîner client dans le centre-ville égalait le bar d'un hôtel puis la même chambre d'hôtel pendant 3 heures. Un week-end entre filles à Paris? Les réseaux sociaux de Julien le montraient à Paris le même week-end. Chaque mensonge documenté, chaque trahison horodatée. J'ai construit un tableau Excel, avec des codes couleurs et des références croisées. Si je devais le faire, j'allais le faire bien. Mais j'avais besoin de plus que des preuves circonstancielles. J'avais besoin d'une preuve irréfutable. Alors, j'ai acheté un dictaphone à commande vocale, petit, discret, aimanté. Je l'ai placé sous le siège conducteur de sa voiture. En France, l'enregistrement à l'insu est irrecevable au pénal, mais au civil pour un divorce, c'est une zone grise si c'est la seule façon de prouver la faute. Je m'en fichais. Je voulais la vérité. Pendant 2 semaines, je n'ai écouté que la radio et des appels avec des clients. Puis un soir, je l'ai entendu. Sa voix à lui. Je ne peux pas continuer comme ça, disait Élodie. Thomas devient soupçonneux. Alors quitte-le, répondit Julien. Tu as dit que le mariage était fini de toute façon. Ce n'est pas si simple. Il y a de l'argent en jeu. La maison, ses placements financiers. Mes poings se sont serrés. Et si on attendait un peu, suggéra Julien. Tu as dit qu'il était à peine là émotionnellement de toute façon. Élodie a ri. C'est quasiment un fantôme. On n'a pas couché ensemble depuis 6 mois. Tant mieux. Plus pour moi. Ils ont ri tous les deux. J'ai arrêté l'enregistrement, assis dans ma voiture dans l'allée, et j'ai pris une décision. J'ai appelé une avocate le lendemain. Elle s'appelait Maître Valérie Lefebvre. Elle s'était occupée du divorce d'un collègue. Il me l'avait recommandé avec une phrase, elle ne perd pas. Je me suis assis dans son bureau et j'ai passé les enregistrements. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand ça s'est terminé, elle s'est reculée. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 3 mois, peut-être plus. Et vous faites chambre à part depuis 6 mois. Correct. Elle a pris une note. Ça va être important. Pourquoi? Parce que si elle essaie de prétendre qu'un enfant est de vous, nous pouvons établir un motif de séparation. Pas de cohabitation, pas d'intimité. J'ai froncé les sourcils. Elle n'est pas enceinte. Maître Lefebvre m'a regardé. Pas encore. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas avant 3 semaines plus tard. Je travaillais à la maison. Élodie avait une visite cet après-midi-là. Je l'ai entendue rentrer vers 16 heures. Je l'ai entendue aller directement dans la chambre. Puis j'ai entendu autre chose. Des pleurs. J'ai marché dans le couloir, frappé à la porte. Élodie, ça va? Je vais bien, a-t-elle crié, la voix épaisse. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Une pause. Donne-moi juste 1 minute. J'ai attendu. 5 minutes plus tard, elle a émergé, les yeux rouges, mais elle souriait. Thomas, dit-elle doucement. On peut parler? Nous nous sommes assis dans le salon. Elle a pris mes mains. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, a-t-elle commencé. Je sais que j'ai été distante. Je n'ai rien dit. Mais j'ai une nouvelle incroyable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis enceinte. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était rayonnante, radieuse, l'image d'une future mère joyeuse, et je ne ressentais rien d'autre qu'une froide clarté. Félicitations, ai-je dit calmement. C'est qui le père? Son sourire s'est figé. Quoi? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon calendrier. 15 mars.
C'est la dernière fois qu'on a partagé un lit. J'ai tourné l'écran vers elle, lui ai montré 6 mois de notre chambre d'amis. Nous sommes le 22 septembre. Ça fait 6 mois et 7 jours. J'ai zoomé. Donc à moins que ce ne soit le retour du Messie, le compte n'y est pas. Son visage est passé de la confusion à la pâleur, puis au rouge. Est-ce que tu m'accuses de te tromper? Je ne t'accuse de rien, dis-je calmement. Je pose une question simple. Si tu es enceinte et qu'on n'a pas couché ensemble depuis 6 mois, qui est le père? C'est insensé, elle s'est levée. Comment oses-tu? Julien, dis-je. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Coach sportif, 32 ans, habite à la résidence des Chartrons. Tu le vois depuis au moins 3 mois. Sa bouche s'est ouverte, fermée. J'ai des enregistrements, Élodie. Des relevés GPS, des factures d'hôtel. Je sais tout. Elle a essayé de se rattraper, essayé de manipuler la situation. D'accord, c'est bon. Oui, je vois quelqu'un, mais ce bébé n'est pas le sien parce qu'on n'a pas couché ensemble depuis 6 mois. Tu viens de le dire toi-même dans la voiture il y a 2 semaines. Ses yeux se sont écarquillés. Tu m'as enregistré? Tu m'as trompé, ai-je répliqué. Je dirais qu'on est quitte. Elle s'est rassise, dégonflée. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a tenté une approche différente. Thomas, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Mais ce bébé, on peut l'élever ensemble. Tu as toujours voulu être père. J'ai failli rire. Tu veux que j'élève l'enfant d'un autre homme après que tu m'aies menti pendant des mois. Les gens le font tout le temps. Pas moi. Je me suis levé. J'ai déjà demandé le divorce. L'huissier passera demain. Son visage est devenu blanc. Tu as quoi? J'ai déposé la requête il y a 3 jours. J'attendais de voir si tu me dirais la vérité. Je me suis dirigé vers la porte. Thomas, attends. Félicitations pour le bébé, Élodie. J'espère que Julien est content. Je suis sorti. Elle a reçu l'acte le lendemain matin à son agence. Je le sais parce que son avocat m'a appelé dans l'heure. Monsieur Durand, ici Maître Bernard. Je représente Élodie Durand. J'aimerais discuter d'un accord. Je vous écoute. Ma cliente est prête à accepter une séparation nette. Pas de prestations compensatoires, pas de réclamation sur vos biens propres. Elle veut juste aller de l'avant. C'est généreux, dis-je. Où est le piège? Elle aimerait que vous vous absteniez de discuter de certaines affaires privées. Vous voulez dire l'adultère? Monsieur Durand, je ne suis pas intéressé par l'humiliation publique, mais je ne suis pas non plus intéressé par l'escroquerie. Si elle essaie de prétendre que cet enfant est le mien, j'utiliserai chaque preuve que j'ai. Compris? Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine suivante. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence en centre-ville. Élodie, son avocat, moi et Maître Lefebvre. Élodie avait l'air fatiguée. L'éclat avait disparu. Maître Bernard a commencé. Nous sommes prêts à proposer un partage simple des biens. La maison sera vendue, le produit divisé 50-50e, les comptes joints partagés, pas de prestations compensatoires. Maître Lefebvre a hoché la tête. Et l'enfant? Maître Bernard a hésité. Ma cliente reconnaît que Monsieur Durand n'est pas le père biologique. J'ai ressenti une satisfaction sombre. Elle est prête à signer une attestation sur l'honneur à cet effet, a continué Bernard. En échange, Monsieur Durand accepte de ne pas contester la garde ou la pension. Marché conclu, dis-je. Élodie a levé les yeux, surprise. Vraiment? Vraiment, dis-je. Je ne veux rien avoir à faire avec cet enfant. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas ma responsabilité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Thomas. Signe les papiers, Élodie. Elle l'a fait, mais ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, Maître Lefebvre a appelé. On a un problème. Quel genre de problème? L'avocat d'Élodie prétend que vous êtes le père. Ils exigent un test de paternité. J'ai froncé les sourcils. Elle a signé une attestation. Elle se rétracte. Elle dit qu'elle a été contrainte. J'ai senti ma mâchoire se serrer.
Elle ment. Je sais, mais on doit le prouver. Comment? Test de paternité ordonné par le tribunal. Mais voilà le truc. Si le test montre que vous n'êtes pas le père, on peut utiliser ça pour prouver la fraude. On peut la poursuivre pour les frais de justice, préjudice moral, tout. J'ai souri. Lancez la procédure. Le test de paternité a été effectué dans un laboratoire agréé. J'ai donné un échantillon de salive. Élodie a fourni les dossiers médicaux du bébé. Nous avons attendu 2 semaines les résultats. Quand ils sont revenus, Maître Lefebvre m'a appelé immédiatement. Vous n'êtes pas le père. 0% de correspondance. Bien. Mieux que bien. On peut maintenant prouver qu'elle a essayé de vous escroquer. Je dépose une requête modifiée. Faites-le. L'audience suivante était différente. L'avocat d'Élodie avait l'air secoué. Élodie avait l'air vaincue. Le juge a examiné les résultats de paternité, la chronologie, les transcriptions. Madame Durand, a dit le juge d'une voix sévère. Avez-vous ou non tenté de prétendre que votre mari était le père de votre enfant, sachant qu'il ne l'était pas? L'avocat d'Élodie est intervenu. Votre honneur, ma cliente était confuse. Je demande à Madame Durand. Élodie a regardé la table. Oui. Et avez-vous signé une attestation reconnaissant qu'il ne l'était pas? Pour ensuite vous rétracter? Oui. Le juge a posé son stylo. C'est une tentative de fraude, Madame Durand. Vous avez tenté de tromper ce tribunal et votre mari pour un gain financier. Il s'est tourné vers Maître Lefebvre. Que demandez-vous? Remboursement intégral des frais de justice, votre honneur, plus dommages et intérêts pour procédure abusive. Le juge a hoché la tête. Accordé. Madame Durand paiera tous les frais juridiques engagés par Monsieur Durand. De plus, compte tenu de la faute grave, le partage des biens sera revu. Élodie a relevé la tête brusquement. Quoi? Vous avez commis une fraude, madame. Ce tribunal ne récompense pas ce comportement. Maître Bernard a essayé d'objecter. Le juge l'a coupé. L'audience est levée. Je suis sorti de ce tribunal avec tout. La maison, mes comptes, ma dignité. Élodie est sortie avec rien d'autre qu'un bébé qui n'était pas le mien et une facture d'avocat qu'elle ne pouvait pas payer. Maître Lefebvre m'a serré la main sur les marches du palais de justice. C'est la victoire la plus nette que j'ai vue depuis des années. Merci. Vous allez faire quoi maintenant? J'ai regardé le ciel de Bordeaux. Clair, bleu, infini. Avancé. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai acheté un appartement en centre-ville. Plus petit, plus simple, à moi. Je me suis jeté dans le travail, j'ai eu une promotion, j'ai commencé à voyager pour des conférences, et doucement j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Un jour, j'étais dans un café près de mon bureau quand je l'ai vue. Pas Élodie, quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Sophie. Elle était graphiste. On s'était rencontrés à un apérothèque. On a commencé à parler de travail, de Bordeaux, de la vie. Elle ne connaissait pas mon histoire. Ne savait rien d'Élodie ou du divorce. Elle me connaissait juste comme Thomas, ingénieur, amateur de café, le type qui rit aux mauvais jeux de mots. Et ça faisait du bien. On a commencé à se voir doucement, prudemment. Je n'ai pas précipité les choses, je n'ai pas forcé. J'avais appris ma leçon sur la confiance. Mais Sophie était différente. Elle était honnête, directe. Pas de jeu. Un soir au dîner, elle a demandé, « Tu as déjà été marié ?» J'ai fait une pause. Ouais, ça n'a pas marché. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je suis mieux maintenant. Elle a souri. Tant mieux, parce que j'aime bien qui tu es maintenant. Et j'ai réalisé quelque chose. Élodie avait essayé de me piéger avec un mensonge, mais la vérité m'avait libéré. J'ai entendu par des amis communs qu'Élodie avait eu le bébé, un garçon. Julien n'était plus dans le paysage, parti quand les choses sont devenues compliquées. Elle élevait le gamin seul, travaillait 2 jobs pour joindre les 2 bouts. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais une plus grande partie se souvenait des enregistrements, des mensonges,
de la tentative de me rendre responsable d'un enfant qui n'était pas le mien. Elle a fait ses choix. Maintenant elle vivait avec. 1 an après le divorce, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'Élodie. Thomas, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais dire que je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'espère que tu es heureux. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Pas par colère, pas par rancune, mais parce que j'avais tourné la page, et elle faisait partie d'une vie que je ne vivais plus. 2 ans plus tard, Sophie et moi nous sommes mariés. Petite cérémonie, amis proches, pas de drame. On est parti en lune de miel en Italie, on a mangé trop de pâtes, bu trop de vin, ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Et un soir, assis sur un balcon surplombant la côte amalfitaine, elle a pris ma main. Je suis contente de t'avoir rencontré, a-t-elle dit. Moi aussi. Est-ce que tu penses parfois avant? J'ai regardé l'eau. Parfois, mais pas comme tu le penses. Comment ça? Ça ne me manque pas. Je ne regrette pas que ce soit fini. J'en ai juste tiré des leçons. Qu'est-ce que tu as appris? Je me suis tourné vers elle. Que la vérité finit toujours par sortir, et quand elle sort, tu veux être du bon côté. Elle a serré ma main. Je bois à ça. On a trinqué et j'ai réalisé quelque chose. Élodie avait essayé de réécrire l'histoire pour faire de moi le père d'un enfant qui n'était pas le mien. Mais l'histoire ne se réécrit pas d'elle-même. La vérité fait ça pour vous. Si on vous a déjà menti, si quelqu'un a déjà essayé de vous piéger par la tromperie, si vous avez déjà dû choisir entre le mensonge confortable et la dure vérité, c'est pour vous. Commentez vérité si cette histoire vous parle. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir silencieux de savoir quand partir. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de construire une vie où leurs mensonges n'ont plus d'importance. 3 ans après le divorce, je faisais le tri dans de vieux dossiers quand j'ai trouvé les enregistrements, ceux que j'avais faits dans sa voiture, ceux qui prouvaient tout. J'ai tenu la clé USB dans ma main, pensant à tout ce qu'elle représentait. La trahison, les mensonges, le moment où mon mariage est mort. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai allumé la gazinière et j'ai tenu la clé au-dessus de la flamme. Elle a fondu lentement, le plastique bouillonnant, le métal se tordant. Sophie est entrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lâche prise, dis-je. Elle a regardé la clé fondre jusqu'à rien. Puis elle m'a entouré de ses bras par derrière. « Je suis fier de toi. » Pourquoi? Pour avoir choisi d'avancer au lieu de regarder en arrière. J'ai éteint le feu, jeté le plastique fondu à la poubelle. Je n'ai plus besoin de preuves, dis-je. Je sais ce qui s'est passé. C'est suffisant. Et ça l'était. Le mois dernier, Sophie m'a dit qu'elle était enceinte. Nous étions assis dans la même cuisine où Élodie m'avait sorti son mensonge 3 ans plus tôt, mais cette fois tout était différent. « Tu es heureux ?» demanda Sophie, nerveuse. Je l'ai serré contre moi. Je suis terrifié, excité et tellement heureux. Bien, chuchota-t-elle. Parce que je le suis aussi. Nous sommes restés assis là un long moment à nous tenir, et j'ai pensé à quel point ce moment était différent de l'autre. Pas de mensonge, pas de doute, pas de questions sur la paternité ou la confiance ou la vérité. Juste 2 personnes construisant une vie ensemble de la bonne manière. Notre fille est née un mardi de mars, le même mois où Élodie avait demandé à faire chambre à part. Mais cette fois, il n'y avait pas de séparation, pas de distance, juste Sophie, moi, et une petite humaine qui avait mes yeux et le sourire de sa mère. Je l'ai tenue dans la chambre d'hôpital, cette petite personne parfaite, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Une paix complète. « Comment on devrait l'appeler ?» demanda Sophie. J'ai baissé les yeux sur ma fille. Espérance. Sophie a souri. Espérance. Ça me plaît. Moi aussi. Parce que c'est ce qu'elle était. La preuve qu'après la trahison, après les mensonges, après que tout s'effondre, on peut encore construire quelque chose de beau. Il faut juste être prêt à recommencer avec la vérité. Si cette histoire vous a rappelé que les fins peuvent devenir des débuts, commentez nouveau chapitre. Si vous avez déjà dû reconstruire après une trahison, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous. Restez avec moi parce que les meilleures histoires ne parlent pas de gens parfaits.
Elle parle de gens réels qui ont choisi de continuer même quand ça faisait mal. Surtout quand ça faisait mal. 5 ans plus tard, j'étais au parc avec Espérance. Elle courait partout sur l'aire de jeu, ses couettes sautillant, riant de tout. Sophie était à côté de moi, enceinte de notre deuxième. Papa, pousse-moi, a appelé Espérance depuis les balançoires. J'ai trottiné vers elle, commencé à la pousser plus haut. Plus haut? Elle a couiné. Tu es sûr? Plus haut. J'ai poussé plus fort. Elle a ri. Ce rire pur et sans retenue que seuls les enfants peuvent avoir. Et j'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 5 ans. Brisé, trahi, assis dans une chambre d'amis à se demander comment son mariage était mort. Cet homme ne me reconnaissait pas maintenant. Cet homme, père, mari, bâtisseur d'une vie réelle. C'est quelqu'un que je suis fier d'être. Papa, regarde ça. Espérance a sauté de la balançoire en plein vol, a atterri dans le sable, a levé les bras comme une gymnaste olympique. 10 sur 10, ai-je crié. Elle a couru, a serré mes jambes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Espérance. Sophie s'est approchée, a pris ma main. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma fille, ma femme, la vie qu'on avait bâtie de zéro. Ouais, dis-je, ça va. Et je le pensais vraiment, parce que la vérité ne m'a pas seulement libéré. Elle m'a donné tout ce dont j'ignorais avoir besoin.